Une autre définition qui a longtemps prévalu, ou qui prévaut encore dans certains travaux, c'est une définition par les acteurs. C'est-à-dire, alors celle-là, on peut aller très vite, parce que c'est véritablement absurde, c'est de considérer que les mouvements sociaux sont portés par certains types d'acteurs. Donc un mouvement social ne peut pas être porté par un parti politique. Un mouvement social, alors c'est pas la peine de développer, je pense que c'est totalement idiot. Enfin j'espère que vous êtes convaincus, sinon dites-le moi, puis je vous donnerai quelques arguments. Un mouvement social ne peut pas être porté par, je sais pas, pourquoi pas par des syndicats, mais en revanche par des mouvements sociaux, c'est-à-dire des formes d'organisation plus labiles, etc. Un mouvement social ne peut pas être porté par une église. Alors vous voyez à quel point tout ça ne fonctionne pas. Et en réalité, derrière, il y a une question assez complexe qui est la question de la morphologie de ce qu'on entend par un mouvement social. C'est-à-dire que, et là je m'appuie, on peut citer les travaux de Mario Diani, qui est un chercheur italien, qui, me semble-t-il, est un de ceux qui a fait les propositions les plus fertiles. Il est très peu repris aux États-Unis sur ça, ce qui ne m'étonne pas, mais il a une définition des mouvements sociaux en termes de réseau. Alors on va appeler ça comme on veut. Moi j'avais parlé d'entreprise de mouvement social. Ça n'a pas marché parce que l'expression est mauvaise, mais l'idée est la même derrière. Vous parlez de réseau, de nébuleuse, je ne sais quoi. Cette idée qu'un mouvement social, ça n'est pas quelque chose qui peut être défini à travers le vocabulaire de la sociologie des organisations. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, et il y a un papier très intéressant de Pamela Oliver, qui est choix rationnel, etc., qui a fait un très beau papier pour dire arrêtons de faire comme si les mouvements sociaux c'était des organisations type entreprise, d'accord ? Et donc débarrassons-nous de ce vocabulaire organisationnel, la sociologie des organisations, qui en gros ne permet pas de tenir compte du fait qu'une mobilisation, une action collective, ça peut être labile, c'est pas des membres, c'est des participants, donc on n'est pas forcément encarté. Il y a différents niveaux de participation, il y a des nébuleuses d'organisation, de champ multi-organisationnel, pour prendre le titre d'un vieux papier 73 qui est aussi très peu repris alors qu'il est très fertile, donc la notion de champ multi-organisationnel, où il y a à la fois des liens entre individus et des liens entre organisations, et que la manière dont ces deux types de liens se combinent permet effectivement de décrire en quelque sorte des réseaux d'organisation. Et puis un troisième type de définition, c'est les définitions par les modes d'action. Donc c'est cette définition qui prévaut aujourd'hui, avec les analyses d'événements protestataires, donc définition par les événements protestataires. On rentre dans l'objet par les événements, et là, je l'ai déjà dit, c'est pas la peine de le développer plus longtemps. Les problèmes que ça pose, c'est qu'évidemment, on ne peut rien dire sur les phases d'émergence, on ne peut rien dire sur les phases de déclin, puisque c'est pas visible, que ce soit dans la presse ou même dans les sources de police. Et puis, donc, du coup, on ne peut rien dire sur les phases de mise en sommeil, on ne peut rien dire sur les processus de diffusion, on ne peut rien dire sur l'évolution dans le temps, on ne peut rien dire non plus sur les trajectoires d'institutionnalisation. C'est-à-dire, et ça, ben voilà, si vous réfléchissez en termes d'outcomes, alors, vous savez que dans la sociologie des mobilisations, il y a un petit sous-domaine qui est la question des conséquences des mobilisations, les travaux de Marco Giuni, etc. C'est un domaine qui est très intéressant, très compliqué et assez peu développé parce qu'il est très compliqué. Et s'il est aussi peu développé, c'est justement parce qu'avec ce type d'entrée, ce type de définition de l'objet, on ne peut pas réfléchir à la question des outcomes. Puisque une des trajectoires que peut suivre un mouvement social, une mobilisation, c'est l'institutionnalisation, c'est la disparition, mais la disparition sous quelle forme ? Est-ce que c'est de la mise en sommeil ? Est-ce que c'est Gerta Taylor ? Est-ce que c'est vraiment de la disparition, etc. Je vous donne un exemple d'un bouquin que vous connaissez peut-être, qui est le livre de... Comment s'appelle-t-elle ? Marie-Jeanne Oza, donc c'est une chercheuse américaine qui a fait publié sa thèse en 2003 à Minnesota Press sur la Pologne. C'est un livre passionnant parce que c'est à la fois un livre très positiviste, etc., et en même temps qui a des intuitions géniales. Elle essaye d'expliquer le mouvement Solidarność. Ok ? Bon. Et ce qu'elle montre dans son livre, c'est que pour comprendre ce qui se passe en 80, pourquoi ça prend, pourquoi ça émerge et pourquoi ça se développe, on ne peut pas faire autrement que remonter à 56. 56, Gomulka, etc. Parce que c'est en 56 que ça se joue, puisque ce qui se passe en 56, c'est un mouvement aussi de protestation, etc. C'est les ouvriers de Potsdam, etc. Écrasés, écrasés, réprimés, et qui rentrent en sommeil. Et l'intérêt de son livre, c'est qu'elle va montrer comment, entre 56 et 80, il ne se passe pas rien. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire que tous ces groupes qui se sont fait écraser, alors je ne vous rentre pas dans le détail, il y a des groupes qui sont liés aux églises, il y a des groupes qui sont liés au développement de la société civile, il y a différents types de groupes qui ne sont pas d'accord entre eux, mais tous ces groupes dans leur coin et petit à petit ensemble vont créer des réseaux, des réseaux de militance, des échanges aussi intellectuels et idéologiques qui font qu'en 80, lorsque
une série d'événements fait qu'il est possible de recommencer à se mobiliser, eh bien ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une structure qui est là. Et donc vous voyez tout l'intérêt de cette approche, on n'entre plus par les événements. On part d'un événement, bien entendu, 80 Solidarność, mais ensuite on remonte en quelque sorte dans le temps et de manière souterraine pour comprendre ce qui fait que ça peut émerger en 80. Ce type d'approche n'est pas possible avec une définition du mouvement social par les événements protestataires. Alors c'est qu'un exemple, on pourra en donner d'autres, et évidemment tout un ensemble d'exemples qui viennent encore une fois, des mouvements féministes. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de cette décomposition du mouvement féministe après 86 et la manière dont il se reconvertit en quelque sorte dans d'autres espaces. Donc au total, si je reviens au mouvement altermondialiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que je n'ai pas à proposer la bonne définition. Je pense qu'il n'y en a pas. Il faut arrêter de croire qu'on peut définir l'objet de manière universelle en quelque sorte. C'est en fonction de ce sur quoi on travaille qu'on peut... Mais en revanche, il faut se débarrasser de toutes ces définitions qui traînent, parce que c'est toutes des définitions qui empêchent de penser, véritablement. Si maintenant je prends l'exemple du mouvement altermondialiste, ça vous paraît peut-être un peu fumeux. Voilà. On travaille sur le mouvement altermondialiste. Si on se débarrasse de ces définitions, on se retrouve face à quoi? On se retrouve face à un objet dont les contours sont imprécis, qui n'est pas un ensemble d'organisations, ni une organisation. C'est une nébuleuse, on va appeler ça comme ça, ou un réseau d'acteurs, ou une entreprise événementielle, appelons ça comme on veut. Mais le seul fait de suspendre en quelque sorte le vocabulaire organisationnel de la sociologie d'organisation fait qu'on peut voir des choses qu'on ne voit pas forcément, notamment dans certains travaux, à savoir que c'est une articulation mouvante en permanence et d'individus et d'organisations, dont les objectifs, les intérêts sont tout à fait divergents, d'accord, où on passe son temps à se foutre sur la gueule, en quelque sorte, où les enjeux de la lutte sont un enjeu de lutte, pour parler comme Bourdieu, etc., et où on peut, du coup, à travers l'enquête, montrer comment, au cours du temps, sur une dizaine d'années, ça n'a pas duré très longtemps, mais sur une dizaine d'années, comment, au cours du temps, les réseaux d'alliances et de conflits se configurent et se reconfigurent, et du coup, on peut comprendre pourquoi à tel moment, telle mobilisation réussit, telle autre ne réussit pas. On peut comprendre José Bové, pour prendre des exemples très concrets, on peut comprendre pourquoi José Bové, pourquoi la Confédération paysanne, certains acteurs, qui sont en fait, disons, des acteurs marginalisés au sein de leur organisation, se jettent sur l'altermondialisme comme la vérole sur le bas de clergé breton. C'est pas une critique, ils ont bien raison, c'est du travail politique, et du coup se grandissent, d'accord, et prennent le pouvoir dans leur organisation. On peut comprendre à Guiton et par exemple, pour ceux qui travaillent sur le mouvement de chômeurs, si vous voulez comprendre la stratégie de certaines organisations de personnes comme à Guiton, pourquoi ils sont là à un moment donné, pourquoi ils sont plus un jour, pourquoi ils s'en vont, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, on ne peut pas comprendre. Donc voilà, sur ce premier point, je ne sais pas si j'ai été très clair, je suis généralement assez confus, mais ce que je voudrais dire, pour le dire d'un mot, c'est que il faut se débarrasser de ces définitions qui sont construites en dehors des objets, c'est-à-dire en dehors d'objets concrets. Il faut construire sa définition à partir de l'objet sur lequel on travaille et de manière ouverte. Donc il faut se débarrasser des entrées par les acteurs, des entrées par les organisations et des entrées par les événements, d'accord, et par les objectifs. À ce prix-là, on peut effectivement produire des analyses qui permettent de tenir compte de l'hétérogénéité des acteurs, de l'hétérogénéité des buts mis en œuvre par les acteurs, etc. Pour prendre un exemple plus ancien, c'est la thèse de Lilian Mathieu sur les mouvements de prostituées. Je ne sais plus quelle année c'est, 96, je ne sais plus. C'est un bel exemple, c'est un bel exemple d'analyse d'une mobilisation, où lorsqu'on regarde de près ce qui se passe dans cette mobilisation, on se rend compte que, vous savez, dans une première phase, la mobilisation ne marche pas, ça échoue complètement. Dans une seconde phase, ça marche un petit peu. Pourquoi? Parce que les féministes interviennent, parce que l'Église catholique intervient. Et donc on se retrouve avec une mobilisation qui marche, et qui marche pourquoi? Parce que des acteurs qui ne sont pas d'accord entre eux, qui se font la guerre entre eux, viennent en quelque sorte se greffer là-dessus, ne sont pas d'accord non plus avec les prostituées, qui ne sont ni d'accord avec les féministes, ni d'accord avec les prostituées, ni d'accord avec les catholiques, et pourtant ça marche. Donc voilà, c'est cette attention, si vous voulez, on pourrait dire quasiment microscopique, aux enjeux de lutte au sein des organisations, mais aussi au sein des réseaux d'organisation, qui fait qu'on peut déboucher sur des définitions plus fines. Et ça, je pense, c'est une vraie particularité par rapport à l'immense majorité des travaux anglo-saxons. Encore une fois, il y a des exceptions. Je parlais tout à l'heure du bouquin de Armstrong sur le mouvement gay à San Francisco. C'est un bouquin de 80, j'ai oublié la date. Bon, c'est un bouquin assez récent. Elle fait exactement ça aussi. Ou le bouquin de Marie Janoza. Donc on est bien d'accord. C'est pas...
Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur la question de la définition. Sur j'ai dépassé mon temps là déjà, 10 minutes. C'est ce que je vais faire, parce que je ne vais pas parler des carrières. Parce que si je parle des carrières, comme ça, c'est un truc qui m'excite particulièrement, c'est un peu mon bébé, etc. Enfin voilà, j'adore ça. On va rester là jusqu'à 8 heures, et puis ça va être très très fatigant. Et en plus, j'ai publié 40 fois le même papier. Je connais bien mon métier. Donc si vous voulez, vous n'aurez pas de problème à trouver une description de ce que j'entends par carrière et de ce qu'on fait les uns et les autres avec Luganski, etc. avec cette approche interactionniste. Et encore une fois, c'est pas la peine de tout se dire parce qu'il se répète beaucoup. Je vais plutôt parler des répertoires d'action. Parce que là, je crois c'est intéressant quand même de partir, il me semble, du concept le plus, comme j'ai dit tout à l'heure, du plus universellement partagé, accepté, tout le monde est d'accord, pour parler de répertoire d'action, etc. Et puis de voir que peut-être il y a des choses qui mériteraient d'être approfondies ou abandonnées. Alors, je ne vais pas vous refaire, je ne vais pas vous exposer en quelque sorte la conception tillienne des répertoires d'action. Vous retrouverez ça résumé dans le papier. Et si vous voulez lire, si vous lisez le dernier bouquin de Tilly, paru en 2008, qui s'appelle Contentious Performances, c'est un peu sur le livre Testament. C'est un livre magnifique parce qu'il reprend vraiment toute sa théorie, il la durcit, il serre tous les boulons. C'est très convaincant, c'est un très très beau livre. Et notamment, il fait la peau à toutes les interprétations, disons, un peu tordues ou dévoyées qu'on a pu faire de ce concept. Donc c'est un livre très intéressant.